Ce sont des réformes que nous avons mis comme ça. Dans le secteur fluvial, si on peut revenir, sous ces régimes-là, je ne sais pas si le DG de la RVF est avec moi ici. Donc, le gouvernement a acquis deux baliseurs, parce que c'est vrai que le fleuve, c'est un boulevard naturel, comme on dit, mais il faut aussi baliser, assurer le balisage. Et pour assurer le balisage, il faut avoir de bons baliseurs. Et le gouvernement ici a acquis des baliseurs, ce qui permet aujourd'hui à la RVF d'exécuter avec fierté et à tout aisance ce qu'il fait. Mais on ne s'est pas arrêté là. Nous travaillons avec nos partenaires, je ne vais pas nous mettre à les citer ici. Ils vont renforcer la RVF en termes de canaux rapides pour atteindre certains coins un peu plus compliqués et renforcés. Je voulais prendre encore quel autre secteur je voulais prendre sous le secteur dans les constructions. J'allais oublier un point important. Allez-y. La construction du port en eau profonde. De Banana. De Banana. C'est un projet vieux depuis avant l'indépendance. Un projet vieux depuis avant l'indépendance sur lequel on n'a jamais osé y aller. Mais avec la détermination du chef de l'État, ceux qui m'avaient accompagné le 24 mai à Banana, ils savent qu'aujourd'hui, si vous arrivez sur place, tous les travaux, contrairement aux mauvaises langues, tous les travaux préliminaires sont déjà réalisés. C'est-à-dire qu'il y a une digue de plus de 179 mètres qui est déjà réalisée. Les expropriations aussi. 1789 mètres. C'est déjà réalisé de bout en bout. Les expropriations sont gérées par mon collègue des affaires foncières. Ils sont très avancés. Au moment où nous parlons, les équipes sont prêtes à démarrer la construction du quai, du premier quai, parce que nous aurons 4 quais. Nous aurons 4 quais là-bas. Donc on est prêt à démarrer la construction du premier quai. Et comme vous parlez des expropriations, il y a la délocalisation du camp militaire et la délocalisation de l'école. Toutes les dispositions sont prises au niveau du bureau de coordination pour que cela devienne une chose. Et il y a un constructeur indépendant dont les critères sont encore en discussion au niveau de la commission, mais les fonds sont disponibles. Et voilà. Donc rapidement pris comme ça. Voilà, monsieur le ministre, je crois qu'il y aura un match retour parce qu'il y a tellement à dire dans les secteurs de transport. J'espère que nous aurons l'occasion, vous êtes dans les secteurs de transport, d'utiliser des moyens de transport pour amener les journalistes en dehors de Kinshasa et voir des visus comment le projet se déroule pour faire un briefing. C'est une centaine de personnes. J'espère que vous serez en mesure de nous prendre. On va commencer la série des questions avec M. Israël Moutala. Merci, Monsieur le ministre, pour la question, pour la parole. J'aimerais revenir sur les infrastructures aéroportuaires. Le ministre a parlé de la certification et de la réhabilitation. J'ai consulté quelques experts en aviation civile. Ils disent que l'accent est plutôt mis sur les aérogares plutôt que sur la piste. Or, c'est la piste qui garantit la sécurité des personnes et de leurs biens, mais aussi qui abaisse les coûts des assurances des aviateurs parce que leur train d'atterrissage s'abîme à cause de la mauvaise qualité de la piste. Ils déplorent notamment la mauvaise qualité de la piste de la Loano. Donc, ils estiment que l'accent doit être mis prioritairement sur la piste plutôt que sur l'aérogare. Ça, c'était la première question. La deuxième question, c'est par rapport au chemin de fer. Donc, sur le chemin de fer, le ministre a parlé de l'acquisition des 100 wagons neufs et 12 voitures. Les locomotives, on sait que dans le cas de la Banque mondiale, la SNCC avait déjà acquis à peu près une vingtaine de locomotives. Mais, encore une fois, des experts disent que l'accent n'a pas été mis sur le chemin de fer lui-même, qui pose problème, qui occasionne des déraillements. Et là aussi, on ne voit pas une visibilité du gouvernement pour justement chiffrer la réhabilitation du rail et ensuite se projeter dans l'avenir en disant que le transport va se faire par chemin de fer à cause du coût à l'essieu qui est moins important que sur la route. Et ensuite, il manque une perspective par rapport au chemin de fer qui doit quitter Sakanya et rejoindre Banana dans le Congo central. Sakanya Banana, c'est traverser les Congos du sud vers l'ouest. Ouais, on estime que c'est justement la garantie pour notre souveraineté, pour que nous soyons asphyxiés par aucun pays. Donc il faut jeter
le rail, comme on l'a jeté avec le pont Luangue pour relier l'Est à l'Ouest, il faut jeter aussi le rail sur la rivière Luangue et réunir les deux Congos. Et donc là-dessus aussi, il y avait le projet fumeux des Allemands de 25 milliards. Et aujourd'hui, où est-ce qu'on en est par rapport à ce projet? Projet fumeux. Le ministre n'a pas abordé malheureusement la question des corridors. Je sais qu'il traite aussi les questions des corridors, Est-Ouest. C'est un grand pas. On aimerait aussi savoir où est-ce qu'on en est avec les corridors pour désenclaver la RDC. J'espère que vous terminez là. Je me limite là pour le départ. Voilà, monsieur le ministre, allez-y. Merci Israël, je te sais toujours pertinent et tu es resté le même, très bien. Et voilà, je vais répondre à la question relative à l'aéroport de Loano avec le piste. Je suis d'accord avec vous, mais je pense qu'il faut éviter le médisance. Pour éviter le médisance, j'ai commencé par dire à l'entame de cette émission que quand j'ai dit aéroport, je l'ai dit ici, quand j'ai dit aéroport, ça veut dire aérogare, piste, tour de contrôle. On peut avoir la piste, mais si vous n'avez pas de tour de contrôle, vous descendez comment? Voilà. Et donc, comme pour dire que c'est quand même un peu trop fort. Je vois très mal un gouvernement responsable comme le nôtre oublier ces aspects-là. Si vous allez en Bujimaï, par exemple, à titre d'illustration, vous allez trouver qu'on est en train de travailler et sur l'aérogare et sur la piste. Je pense même que la piste est plus avancée, très avancée même, très avancée. Si vous allez sur... Patrick était avec moi à Colosi, vous avez vu qu'on est en train de travailler sur la piste. Au moment où nous parlons présentement, si vous allez à Kananga, on travaille d'abord sur la piste. Si vous allez à Goma, vous allez voir qu'on travaille sur la piste. Parlant des aéroports, j'allais oublier, nous venons de finaliser les contrats avec un partenaire ou un concessionnaire, si vous voulez, qui va faire bientôt l'aéroport de Kavumu. Toutes les formalités sont déjà finies. Il est seulement question de passer à l'action. Le dernier réglage, mais l'aéroport de Kavumu est déjà dans le scarcelle. L'aéroport de Lodja. L'aéroport de Lodja aussi, j'allais oublier, qui est le partenaire du coin, parce que j'ai les députés du coin qui me posent des questions. Et voilà la réponse. Et donc, j'allais dire que je suis d'accord avec vous, mais pour l'aéroport de la piste de la Loano, au moment où nous parlons, le contrat vient d'être conclu, j'ai donné le go. Il y a une entreprise, Safrica, ce n'est pas un secret parce qu'il a gagné le marché. Il y a Sacrifice qui est en train de travailler sur, qui doit déjà travailler sur la piste de Loano. Donc nous tenons compte de cette trilogie, piste, aérogare, tour de contrôle. Donc c'est de bonnes guerres, Celui qui veut, vous connaissez l'adage, celui qui veut noyer son chien, on n'accuse pas de la malaria, hein, c'est toujours de la rage. Parlons de chemin de fer. Je vous ai dit qu'on n'a pas assez de temps pour parler de tout le ministère du Transport ici. Chemin de fer, nous avons un vaste programme. Mon cabinet et le service compétent, nous avons initié un vaste programme de dressage de nouvelles tracés pour le chemin de fer. Parce qu'il ne faut pas oublier que le chemin de fer que nous avons aujourd'hui remonte à l'époque coloniale. Aujourd'hui, les intérêts économiques bougent un peu. Et depuis l'époque coloniale, on n'a pas fait des tracés de chemin de fer? Non, mais le chemin de fer le plus jeune que nous avons ici remonte à 1958. Le plus jeune. Et donc, voilà. Donc, non, c'est même 1921. C'est avec le chemin de fer où elle est. Parce que Kinshasa-Matadi, c'est entre 1900 et 1908. Le plus jeune, c'est où elle est. Nous sommes en 1951. Et donc, nous avons un vaste plan que nous avons mis en place. C'est voilà que nous sommes en train vraiment de travailler avec le partenaire pour avoir cette nouvelle tracée. Mais dans l'entretemps, je vous ai dit qu'il y a un vaste programme de réhabilitation et de modernisation du chemin de fer. Vous venez de parler de poids à l'essieu, je comprends que vous êtes technicien du chemin de fer. Allons-y. Nous avons un problème dans notre pays sur le dimensionnement du chemin de fer. Notre chemin de fer n'a pas la même dimension. Je pense seulement au cas de Kinshasa-Matadi. Vous avez des poids différents. Aujourd'hui, nous devons arriver à ce qu'on appelle l'écartement standard. C'est ce que nous n'avons pas. Parlant toujours de cette affaire-là de chemin de fer, j'allais oublier, Patrick, il y a tellement de choses à dire. Mais la République démocratique du Congo s'est engagée dans le cadre de notre sous-région à prolonger parce que nous avons un chemin de fer qui vient de la Tanzanie, mais qui s'arrête. Il doit traverser la République démocratique du Congo et aller à Burundi.
Et ce chemin de fer-là doit traverser dans notre pays. Là, je parle de désenclavement par chemin de fer. Ça doit traverser 11 territoires dans notre province. 11 territoires. Et les études de faisabilité ont déjà commencé. Et la République démocratique du Congo est en train de prendre des faisabilités. Et ça, c'est arrivé grâce à l'accord, disons, à l'accord de principe que le chef de l'État a donné à ses homologues tanzaniens et burundais. Et nous, comme techniciens, nous sommes en train d'accompagner cela. Voilà les réalisations que nous sommes en train de faire. Mais je reste toujours dans le chemin de fer. J'ai dit tout à l'heure que les infrastructures de transport, c'est toujours un couple plural, c'est toujours deux. C'est toujours deux. Nous sommes en train de travailler. Je parle toujours de la SNCC. La SNCC, nous avons trouvé des mécanismes pour, tant soit peu, commencer à réhabiliter nos chemins de fer. Au moment où nous parlons, il y a une commission déjà qui est mise en place pour dévier chemin de fer. La distance m'échappe un peu. Mais il y a aussi la SNCC, cette fois-là sur le fond propre, même pas sur la RLT, qui est en train d'habiliter déjà une bonne distance du chemin. C'est encore insignifiant. Ce n'est pas encore assez, mais il y a un début de quelque chose qui n'a jamais été fait des années. Aujourd'hui, les enjeux économiques, mais il faut les définir aujourd'hui. Ce que vous dites là, aujourd'hui, les enjeux économiques, c'est le cuivre, la matière première congolaise sort par où aujourd'hui? Elle sort par Dar es Salaam. Donc les enjeux, c'est de ce côté-là. Voilà pourquoi nous sommes en train de travailler pour retracer le chemin de fer de ce côté-là. Mais revenons au corridor. Mais le chef de l'État venait de relancer le corridor nord avec la Zambie, l'Angola et la République démocratique du Congo. Et là, je m'apprête à aller devant le Parlement, je ne sais pas si j'en aurai l'occasion, pour procéder à la ratification de cet accord. Rapidement, lorsque vous parlez de corridor, pour les non-initiés, qu'est-ce que ça signifie un corridor? Mais le corridor, c'est un des simples mots, ce sont des routes. Ce sont des routes, soit le chemin de fer, soit des routes en terre battue. Et là, je parle de corridor, le dernier corridor. Vous connaissez l'importance du corridor nord, avec le port de Lobito. Et nous, au niveau de la SNCC, nous avons plusieurs partenaires. Excusez-moi, je ne vais pas mettre à citer tous les partenaires ici, parce que sinon, ils risquent de croire que c'est déjà acquis, parce que nous sommes dans le pourparler. Eh bien, nous avons un tronçon, le tronçon Teke, nous avons Teke, Dilolo et nous sommes en train de travailler sur ça. C'est aujourd'hui la partie la plus importante pour permettre à l'économie congolaise l'évacuation. Donc Teke et Dilolo, c'est en province de là-bas. Oui, nous sommes en train de travailler sur ça et nous sommes vraiment en train de... Et je vous ai dit ici que nous sommes en train de voir comment ressusciter le chemin de fer que tout le monde a oublié. Même vous-même, vous ne savez pas que dans ce pays, il y a une sorte de chemin de fer qui s'appelle Où est le fleuve, vous ne le savez pas. Je le savais, je suis fils de chez Bino. Ah, voilà. On va prendre... Et donc, voilà, nous sommes en train de travailler. Et puis, donc, vous avez parlé de quoi? Corridor Sakana. Mais moi, je peux vous surprendre. Parce qu'avec mon cabinet et le service, le chef de l'État venait de lancer la zone économique spéciale. La zone économique spéciale pilote de Maluku. Mais au niveau de mon ministère et des services techniques, nous sommes en train de réfléchir. Déjà, nous avons des partenaires sur la question pour voir comment mettre en place le chemin de fer Maluku-Banana. Voilà, donc il y a toute une politique, parce que nous sommes là dans le cadre des enclavements. Je vous rassure que c'est pour la première fois que dans ces pays, que le ministère des Transports, voies de communication, puisse se voir adjuger les attributions relatives au désenclavement. Et nous avons produit un plan de désenclavement de la République démocratique. On aura l'occasion d'y revenir. Non, je profite de sa question pour dire, parce que ça vient là, c'est pour dire que dans le cadre des activités du chef de l'État, c'est la première fois que dans ces pays, on a des bus sans poste. C'est la première fois que dans ces pays, nous avons des bus sans. J'en profite quand même comme ça m'est revenu. Donc aujourd'hui, nous avons Transco qui est présent à peu près 11 provinces de ces. C'est pour la première fois, ça n'a jamais eu lieu. Transco a toujours été dans la ville de Kinshasa. Aujourd'hui, si tu vas à l'Équateur, tu trouves Transco. Si tu vas à Kenge, tu trouves Transco. Tu vas dans le Kasaï, tu trouves Transco. Tu vas à Chopo, tu trouves Transco. Et j'en passe. Dans le nord Ubangi, dans le sud Ubangi, dans le Sankuru. Si vous allez, donc, voilà, nous sommes en train de travailler dans cette politique-là pour vraiment désenclaver. Et aujourd'hui, parlant de Transco, je voulais profiter, Patrick. Aujourd'hui, peut-être, les gens se demandent, mais pourquoi cette précipitation pour avoir tout? Aujourd'hui, Transco apparaît comme un élément de la cohésion et de l'unité nationale de ce pays. Vous ne pouvez pas imaginer que nous avions un pays voisin, un autre pays voisin. Nous avions imposé une balkanisation économique que vous-même, la presse, vous n'aviez pas dénoncée. Nous avions des bus qui quittaient ce pays-là, pour ne pas les citer, pour arriver jusque nous. Et les Congolais étaient obligés de payer en shilling. Et nous avons pensé que la réponse était celle-là. Il fallait amener le bus congolais. C'est comme ça qu'a commencé à germer l'idée. Et le chef de l'État nous a instruit d'étendre cette politique-là dans toutes les provinces. Voilà, nous sommes en train de... Donc ce sera pour la première fois que
dans des coins reculés, on peut voir et avoir un bus Transco. Et la même politique, nous venons de l'aborder avec Transacadémia. Déjà, le Congo central, c'est la province pilote, a déjà disposé, je crois, de 2 ou de 3 bus Transacadémia. Et voilà, ce sont les choses que nous sommes en train de réaliser. J'ai profité, pour chaque fois qu'il y aura une question, je profiterai pour dire ce que je n'avais pas le temps de poser pendant mon exposé. Merci, voilà. Monsieur le ministre. Voilà, on va prendre la question de Madame Bienvenue Babois. Allez-y. Je m'en voudrais si je ne pose pas au ministre la question du désordre qui est à Ndjili pour les vols domestiques. À quand la fin de ces désordres-là? Vous êtes quand même le ministre qui gérait la RVA. Il y a un désordre indescriptible pour les vols domestiques. Est-ce que vous avez pensé quand même à mettre de l'ordre, un peu d'ordre, avant la réhabilitation des infrastructures, un peu d'ordre quand même quand on vient s'enregistrer et embarquer pour un vol domestique? Oui, une fois de plus, je suis d'accord avec vous sur le conseil, mais je ne sais pas si vous suivez, depuis que j'ai pris la tête du ministère, et puis c'est vraiment l'un des axes sur lesquels je suis focalisé. Je suis focalisé sur cet axe-là parce qu'il faut mettre de l'ordre. C'est d'abord l'image de notre pays. J'ai tenu plusieurs réunions, les correspondances, n'en parlons même pas. Et progressivement, ce n'est pas encore l'idéal, mais progressivement, il y a de l'ordre qui s'installe. Mais aussi, il faut noter, il ne faut jamais oublier que l'aéroport, c'est aussi une frontière. Et dans une frontière, il y a toujours, parce que moi j'entends les gens, je profite de l'occasion pour le dire. J'entends les gens dire, mais il y a trop de remèdes. Mais oui, nous avons des services qui doivent être à la frontière. C'est vrai qu'il y a quand même quelques mauvaises pratiques que je condamne d'ailleurs, mais du moins, nous avons travaillé et nous avions quand même un déficit au niveau de l'équipement, il faut reconnaître, mais nous sommes en train de travailler. Récemment, la RVA a acquis ces derniers carrousels qui n'étaient plus... Dans cet aéroport-là, les carrousels n'étaient plus opérationnels. Peut-être ce que vous ne savez pas. Ce qui justifie tous ces désordres-là. Mais au moment où je vous parle, bien entendu, la RVA a obtenu des carrousels aujourd'hui, tant soit peu. Nous essayons de... Tant soit peu, donc par rapport à la situation que nous avons trouvée aujourd'hui, tant soit peu. Et je profite aussi pour dire... Je vis dans les réseaux sociaux parce que bon, le moyen le plus facile pour communiquer aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux. Bon, nous n'en pouvons rien. Mais j'ai vu, on a dit, voilà, c'était l'avion SN. L'avion SN n'a pas décollé. Mais l'aviation, ce n'est pas que décoller. Dans l'aviation, il y a des aspects que vous ne voyez pas. Vous ne voyez que l'avion. Mais il y a les aspects de sécurité, de sûreté qui sont assurés par les satellites, les appareils les plus sophistiqués possibles que vous ne voyez pas. Et même quand vous parlez aéroport, voilà pourquoi je parlais de matériel d'assistance. Donc ça veut dire que lorsqu'un appareil n'est pas en condition de voler, il ne faut pas voler parce qu'il faut voler. Qu'est-ce qui est mieux? Éviter un crash avec mort d'homme et décaler le vol pour que les gens restent en vie. C'est aussi une équation. Moi, j'ai reçu les opérateurs il y a moins de... Mon conseiller, je crois qu'il y a moins de 2 semaines. Je les ai reçus. J'ai même imposé, ça vous n'avez pas communiqué sur ça, j'ai même imposé que dans nos avions, je vois très mal les Congolaises qui viennent de Dubaï, elles arrivent à Addis Abeba pour arriver à Kinshasa, on s'adresse à elles en anglais. J'ai imposé, pas imposé, j'ai négocié et obtenu, pour parler correctement, que dans ces avions-là, soit mis lingala comme langue de communication. Lingala? Oui. J'ai obtenu ça, négocié et obtenu. Des Ethiopian Airways. Oh, ouais. Ethiopian Airways. Pas seulement Ethiopian. SNR, France, ils sont en train d'y travailler. J'ai négocié et obtenu. Qui ont déjà pris Turkish ici? Je n'ai rien contre Turkish. Vous savez ce qu'on sert là. Je n'ai rien contre. Mais moi-même, ça m'arrive de prendre des business pour ne pas manger. J'ai dit, mais quand on fait comme Istanbul ou Kinshasa, c'est l'exemple que je donne. La patrie Qatar, voilà. Voilà. Merci. Donc, ce sont les choses sur lesquelles vous ne communiquez pas. Sur ces détails. On va prendre la question de Madame Bienvenue Babois. Ne faites pas comme Monsieur Bienvenue Babois, ça va? Merci, allez-y. Voilà, je vais revenir sur les embouteillages à Kinshasa. Oui. Malgré les bonnes mesures du gouvernement prises pour mettre fin aux embouteillages, aucune réponse. C'est vrai qu'il y a des embouteillages partout, mais à Kinshasa, ça en fait trop. Quand nous sommes coincés dans les bouchons, on se demande, est-ce le nombre de voitures? Est-ce le manque de routes principales et secondaires? Autant de questions qui reviennent chaque jour quand nous sommes butés à des bouchons. Deuxième question, c'est le problème des conducteurs de taxi-moto et des tricycles. Cette catégorie de conducteurs sont un peu comme des hors-la-loi. Ils se font la loi sur la route. Alors,
est-ce possible, puisqu'ils sont aussi la cause de plusieurs cas d'accidents et de décès sur les routes de Kinshasa. Comme vous l'avez déploré sur le transport fluvial, aussi sur les routes, les conducteurs de taxi-moto, les wewa et les tricycles, vraiment, ce secteur-là, ça ne va pas. Est-ce qu'il y a moyen de remettre de l'ordre dans des secteurs? Peut-être les identifier et les donner des séances de formation, puisqu'apparemment, ils ont leur ils ont un code de la route propre à eux. Je vais terminer par là. Merci, Monsieur le Ministre. Allez-y, rapidement. Je commence par les embouteillages. Oui. Heureusement que vous l'avez dit, les embouteillages, il y en a partout dans le monde. Moi, il m'est déjà arrivé de passer 7 heures sans bouger sur une autoroute d'un pays en Europe. 7 heures. 7 heures sans bouger. Vous pouvez vérifier cela. Mais qu'à cela ne tienne. Revenons chez nous. D'abord, c'est une question qui est transversale. La route, il n'y a pas que le ministère des Transports. La route, il y a le ministère des Transports pour assurer la mobilité, mais il y a le ministère de l'Intérieur pour assurer la régulation, mais il y a aussi l'homme lui-même, les chauffeurs. OK? Alors, nous, à notre niveau, nous avons pris des mesures. Nous avons pris des mesures, et les mesures qui sont en examen au niveau des experts. Je prends quand même le risque de les annoncer. Je prends quand même le risque de les annoncer. Nous avons pensé que la ville de Kinshasa, c'est une ville que tout le monde connaît. C'est une ville dortoir. Le matin, tout le monde se réveille, quitte la périphérie pour le centre. Et le soir, tout le monde fait le mouvement inverse. Au point que j'ai un ami qui qualifie Gombe de bourg pourri. Si vous passez à Gombe à 21h, vous ne verrez personne. Mais si vous passez à 17h, il y a beaucoup de monde. Alors, partant de cette réflexion-là, il y a une commission qui avait été mise en place. Les conclusions ne sont pas encore arrivées. Mais c'est pour vous dire que nous sommes en train d'y travailler. Nonobstant les intervenants du secteur des transports que j'ai cités traditionnellement, l'ITP, le ministère de l'Intérieur, nous avons pensé y mettre le parquet. Je vais vous dire pourquoi le parquet. Ouais, je vais vous dire pourquoi. Avant d'en arriver, nous avons pensé qu'on peut, dans une phase expérimentale, dans une phase, je dis bien, expérimentale. Je prends le risque de le dire. Le travail n'est pas encore fini au niveau des experts, mais je prends le risque de le dire. Nous avons pensé par exemple pour le flanc ouest. C'est là que l'expérience devrait commencer. En principe, c'est-à-dire de 5 heures. Non, de 6 heures ou 5h30 jusqu'aux alentours de 10h30. Faire le sens unique. Si vous connaissez la partie ouest. Si vous allez pour bien comprendre, prenons directement Kitambo, parce que je ne vais pas prendre Kintsuka, Delvaux. Prenons, tout le monde vient là, fait jonction au niveau de Kitambo. Si vous regardez de part et d'autre, nous avons 3 bandes à gauche, 3 bandes à droite. Comme le mouvement le matin, c'est vers le centre-ville, nous avons pensé que de 5h30 à 10h30, on peut faire 5 bandes qui descendent vers la ville. Vous allez me poser la question, mais comment vous allez y arriver? Nous avons un service qu'on appelle Commission nationale de prévention routière. C'est lui qui est chargé de placer les panneaux de signalisation, qui a déjà commandé ces panneaux mobiles, portatifs, qui va nous donner les indications pendant les heures. Et parlant de CNPR, parce que nous sommes à l'heure un peu du bilan, ce que le gouvernement a fait, mais je parle de la CNPR, parce que vous avez circulé dans la ville ces derniers temps, vous avez regardé le route, il y a le marquage au sol, n'est-ce pas? Tu ne regardes pas la route, il faut bien regarder la route. On est en train de faire devant la présidence, devant... Regardez tout ça. Même au moment où nous parlons ici, on est en train de faire le marquage. Et ce service-là, il a placé 1000 panneaux à travers la ville. Parce que le travail aussi, c'est que les routes doivent parler. Que la route parle, ça veut dire mettre le panneau de signalisation. Les panneaux de signalisation, ce n'est pas seulement le feu de signalisation. Il y a aussi les panneaux, il y a aussi le marquage. Quand vous êtes déjà sur la route, quand vous voyez une ligne droite, c'est une ligne continue qui veut dire que là où tu es, tu ne peux pas sortir. Quand vous voyez les lignes coupées qu'on appelle les lignes discontinues, ça veut dire que tu peux faire le mouvement. C'est ça la route qui parle. Je ferme la parenthèse pour dire que avec ces services-là, nous avons déjà commandé les panneaux portatifs pour pouvoir indiquer les mouvements des heures. Voilà. Et dans le sens vice-versa. Mais excusez-moi Patrick, nous avons pensé qu'il fallait mettre dans d'autres cieux, Mais si ce que nous appelons ici le roulage vous interpelle, j'ai un ami au Canada qui me dit toujours « Vina et baby ». Donc nous avons pensé aujourd'hui, avec ce que nous dénonçons nous tous là, je ne suis pas en train de parler en mail de nos collègues qui régulent la route, mais nous avons pensé qu'il faut leur laisser seulement la régulation. La constatation des infractions doivent être faites par les inspecteurs ou les OPJ.
Vous allez impliquer les parquets. Voilà pourquoi. Donc, c'est une réflexion. Ça veut dire qu'on va poursuivre en attendant, ceux qui ne vont pas respecter le code de la route. C'est même une infraction, ce sont des infractions. Le code de la route fait partie intégrante du code pénal. Et la difficulté que nous avons chez nous, c'est de croire que les amendes qui sont mises là, ce sont les amendes qui doivent aller dans les poches de quelqu'un. Ces amendes-là doivent être prononcées par le tribunal. Parce que l'amende, c'est une peine pénale, permettez-moi la tautologie. Donc, il faut remettre un peu de l'ordre. Mais c'est une réflexion qui est encore au niveau des experts et nous sommes en train de voir ce que... Je me suis permis quand même de le dire parce que nous revenons en attendant attendant l'extension de la route, en attendant la construction. Et même les routes secondaires, il y en a. Je ne peux pas parler à la place. Revenons sur le tricycle, n'est-ce pas? Malheureusement, la Constitution, malheureusement, pas malheureusement, heureusement, nous sommes, le chef de l'État prône un État de droit. Je ne vais pas fuir des responsabilités, mais nous travaillons en collaboration avec la ville de Kinshasa pour tant soit peu juguler cette question-là, tout simplement parce que c'est une matière qui relève de la ville. Donc nous ne pouvons pas la régler nous-mêmes. Je vois lui qui a travaillé dans la ville. Donc il a une question. Nous ne pouvons pas la réguler nous-mêmes. Nous sommes en train de travailler. Mais il y a quand même, nous sommes en contact très poussé, même dans la commission à laquelle je viens de faire allusion ici sur les embouteillages. En tout cas, ces compatriotes-là nous ont beaucoup aidés. Ils nous ont donné beaucoup d'éléments pour pouvoir régler cette question-là. Je pense que Patrick, comme tu as décidé de me faire parler, on pourra revenir sur des questions spécifiques. Oui, évidemment. Non, mais surtout détails. Avoir des journalistes sur le terrain pour voir des visus, ce que vous dites. On va prendre rapidement la question d'Éric Izami et puis ce sera Faustin Koudessala. Une question, s'il vous plaît. S'il vous plaît. C'est antenne A, ça? Oui. Merci, Excellence de la parole. Je suis toujours tes interventions. Il brûlait d'envie de poser une question. Vraiment. Non, c'était garanti, il ne faut pas brûler. Merci beaucoup. Nous sommes la seule république en Afrique à avoir une entreprise qui dédie toute une autre entreprise de bus pour les étudiants. Bravo, c'est vraiment à féliciter. Mais le palais du peuple est le siège du Parlement national. Doit-on comprendre, c'est aussi le siège de cette entreprise? Nous parlons de la route. Où en est-on aujourd'hui avec cette affaire de permis de conduire? Chez nous, ces permis-là est gardé en veilleuse. Et puis, bon, fils d'un ancien agent de l'ONATRA qui s'en est allé dans l'au-delà, je voudrais quand même honorer mon père, une réflexion. Pour aller au niveau de l'aéroport, oui, pour aller à l'aéroport international de Njili, tous nous devons passer par le boulevard Patrice Emery Lumumba, qui à son inauguration était le plus long d'Afrique. Mais on est resté à la queue aujourd'hui. Est-ce qu'il n'y a-t-il pas lieu de penser nous faire des embarcations qui quitteraient par exemple le beach Ngobila pour l'Ansele? Je le dis parce qu'il y a eu mort d'homme en Bandaka. Est-ce qu'il n'y a pas eu mort d'homme parce que l'État est absent par rapport aux embarcations assurantes ou assurantes? Les privés viennent, mais ce n'est pas toujours sûr. Certaines personnes qui peuvent s'aventurer dans ça peuvent être aussi de mauvaise foi. Le sérieux chez nous, vous savez ce que c'est. Monsieur le ministre, allez-y si vous plaît. Voilà. Non, mais je voulais le finir à la fin, parce que je ne vais pas vous choquer, mais je vais vous rencontrer. Je n'aime pas choquer. Au contraire, moi je ne peux pas faire l'apologie de la mort. D'entrée, le secteur est régi par des lois. Il y a des actes réglementaires. Quand je dis actes réglementaires, c'est-à-dire des arrêtés qui régissent le secteur. Et dans ces secteurs-là, vous l'avez suivi, ce n'est pas moi qui le dis, vous êtes journaliste et vous avez suivi les intervenants déjà depuis Mbandaka. Il est connu et il est dit. Il ne faut pas dire que l'État est absent. C'est notre pays, il faut quand même parler du pays en bien quand il le faut. L'État n'est pas absent. L'État est présent parce qu'il y a une réglementation. Et cette réglementation-là dit qu'une embarcation en bois, je précise bien en bois, ne peut pas quitter le quai la nuit. Et donc, tout ce qu'ils le font la nuit, ils le font en toute illégalité, en toute irrégularité. Et je ne pense pas qu'après 19h, nous puissions avoir des préposés de l'État. C'est un problème de civisme. C'est un problème de civisme. L'État est présent parce que nous déplorons malheureusement cet accident-là,
Je vous ai annoncé ici les sanctions ou les mesures qui sont prises pour davantage renforcer. Donc dire que l'État est absent, c'est peut-être dire, parce que moi il faut quand même le débat, j'ai saisi mon aîné, le VPM à la défense, s'il me suit, il sait que ce que je dis est vrai, parce que les informations à ma possession, il y a la complicité de certains services qui, sachant qu'il est interdit de quitter le quai la nuit, et ils accompagnent. Et le chef, le VPM à la défense, il m'a dit, je crois qu'il me suit, il a dit que nous continuons, poursuivons les enquêtes et que les responsabilités doivent être établies partout où il y en aura. Donc, dire que l'État est absent, c'est quand même trop. L'État est présent à travers ses préposés. Est-ce qu'au port de Mbandaka, il y a des préposés? Je vous dis oui. Vous en avez la preuve parce que aussitôt l'incident arrivé, aussitôt le rapport est arrivé. Donc l'État est là, les préposés est là. Y a-t-il des gens qui ont fauté? Oui, mais qui a fauté? Qui a fauté? C'est l'armateur. Mais l'armateur, je vous ai dit à l'entame de mon émission ici, il est représenté par son gérant et par les commandants du port. Donc je pense que des fois, nous devons, en tout respect que je vous dois, éviter de faire certaines affirmations trop fortes. Et donc, restant sur la question de l'embarcation, effectivement, moi j'ai toujours dit, et tout mon cabinet sait que c'est mon rêve fou, de voir les taxis fluviaux, les bus fluviaux quitter Kintsuka, pourquoi pas aller jusqu'à Kisangani? Mais vous allez me dire qu'est-ce que le gouvernement a fait. Vous avez suivi dans la presse, nous avons tenté une expérience avec nos amis turcs, une firme qui nous a proposé vraiment des conditions. Quand nous sommes arrivés, nous avons pensé qu'il n'y avait pas d'équilibre sur la question. Et il n'était pas intéressant de nous engager sur cette fois-là. Mais dans l'entretemps, on devait avoir une émission, comment dire, imagée, avec les images, pour vous présenter ce que j'ai dit. Tout ce que je vous dis est documenté. Quand je dis documenté, c'est-à-dire les images. Nous avons effectué un périple en Turquie avec une firme dont j'étais encore l'aîné et nous sommes en train de travailler sur ces projets. Qu'est-ce que nous avons retenu? Nous avons d'abord retenu le transport urbain par taxi fluviaux ou par bateau, appelez ça comme vous voulez. La première tranche ou le premier tronçon, si vous voulez, ce serait pour des raisons sécuritaires, on a pris un peu là où Majestic accoste. Majestic. Nous avons dit on peut commencer de Majestic et monter. Nous avons même pensé qu'il fallait dépasser, comment on appelle ça? Maluku. Il fallait dépasser Maluku, monter un peu plus haut. Et nous avons également convenu, si vous avez le temps, passez à l'ONATRA, posez la question au DG Martin, il va vous dire, parce que ces réunions-là, je les ai dirigées à l'ONATRA, avec tous les intervenants. Nous avons également convenu, nous avons également pensé qu'il faut, pour lutter d'ailleurs contre ces accidents, contre ces naufrages, les embarcations en bois ici, qu'il faut mettre en place les bateaux qui sont en mesure de faire le trafic, de séparer nettement le transport de marchandises et le transport de personnes. Et nous avons dit, mais nous risquons d'avoir des couacs sur le fleuve ici. Il faut tenir compte des balisages. Nous balisons le fleuve, mais il y a certaines réalités qui peuvent nous rattraper. Nous sommes arrivés à une solution de compromis. C'est-à-dire, avec ces partenaires-là, je ne vais pas encore citer leur nom, vous pouvez poser la question à l'ONATRA sur ce que je vous dis. Nous avons convenu que nous ayons un bateau mixte qui peut avoir au niveau des cales, mettre nos marchandises, et au niveau des étages, avoir le passage. Alors, ces travaux-là, nous sommes en train de... Permis de conduire, le permis de conduire, la République démocratique du Congo a passé un marché. La République démocratique du Congo est prête à produire le permis de conduire, mais n'oubliez pas, le gouvernement ici a décidé de doter le pays de ce qu'on appelle les numéros d'identifiant uniques. Les numéros d'identifiant uniques, c'est, vous le savez, vous êtes journaliste, c'est le numéro qui nous permet d'identifier qui est Jessie, qui est Eric, qui est Serge NTK, qui est XY, qui est quoi. Au moment où nous parlons, nous avons fait des séances de travail avec l'ONIP. Vous pouvez poser la question à l'ONIP, ils vont confirmer ce que je vous dis. Nous sommes en train de trouver le mécanisme, de chercher à trouver le mécanisme d'interconnexion.
comment relier les numéros d'identifiant unique au numéro de permis de conduire. C'est le travail qui s'est fait à cet instant. Vous pouvez poser la... Moi, je vous donne les acteurs. Je vous donne les acteurs, donc je peux même vous produire les PV. Monsieur le ministre, on retient que pour avoir les permis de conduire, il y a un travail d'harmonisation entre l'Office national de l'identification et les ministères de transport pour être sûr que l'identifiant unique serve aussi dans la délivrance des permis. Voilà. C'est normal parce que nous sommes passés par un processus de numérisation, de digitalisation et qui veut que chaque Congolais ait un numéro qui permettra de retrouver toutes ses traces, y compris permis de conduire. C'est vrai que ça fait mal, mais... On va prendre la question de M. Faustin Kodira. J'ai répondu à toutes tes questions. Pour l'essentiel, oui. Pour l'essentiel, parce qu'après lui, on prendra 2-3 questions en série, notamment en Lingala, pour Narosilissa. Zulu Azalea. Azate. Lingala, c'est pas Zulu. Je vois Patrice Boeto là-bas. Il est là. Je vois Boeto, Patrice. Allez-y, M. Faustin, s'il vous plaît. Merci, Excellence, pour la parole. Juste deux petites questions au ministre, et si vous permettez, monsieur le porte-parole, juste une toute petite question à vous. Au ministre des Transports, je voulais dire, votre ministère est tout à fait stratégique et que ça pourrait aider aussi dans le déploiement de la logistique électorale. Nous sommes à 2 mois des élections. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est fait dans ce sens-là? Et puis, toujours au niveau de votre ministère, dernièrement, on a assisté à un certain nombre de vidéos où on a vu un contrat qui a été signé entre le gouvernement Émile Vest pour le déploiement d'un nouveau mode de transport qu'on appelle transport téléphérique. Et il y a même les ministres des Transports, les ministres des Finances et les ministres de l'aménagement du territoire qui sont descendus sur le terrain pour inspecter des sites où ça pouvait être, où ces projets pouvaient être déployés. Qu'en est-il au juste? Je pensais que tu allais parler de l'aéroport. Non, l'aéroport, on sait qu'il y a une commission qui va travailler, donc certainement. Je pensais que tu allais parler de l'aéroport. Non, au porte-parole du gouvernement, vous permettrez, monsieur le ministre, que je pose une question d'actualité un peu. Nous saluons tous les exploits de Ouazalendo, ces brillants compatriotes qui se battent dans l'Est. Ils sont en train de conquérir des territoires, mais pour le moment, les FARDC ne se reconnaissent pas dans leurs actions. Mais au moins, sur l'ensemble du pays, tout le monde salue ce que font ces compatriotes qui sont en train de conquérir des territoires à l'Est. Est-ce que vous ne craignez pas que demain, ces mêmes personnes que nous saluons puissent réclamer une juste rétribution à l'État congolais de leur bravoure, comme par exemple une réintégration dans l'armée? Qu'est-ce qui est fait au niveau du gouvernement pour gérer tout ça? Parce que comme on dit, gouverner, c'est prévoir, évidemment. C'est une question très pertinente. Et c'est une question sur laquelle nous travaillons de manière assidue. Même si vous savez que nous tenons au respect du cessez-le-feu, mais lorsqu'il y a des bruits de bottes quelque part dans le pays, nous suivons la question de manière étroite. Et donc, évidemment, nous tous, nous saluons, à juste titre d'ailleurs, le patriotisme de ces compatriotes face au terrorisme. Il y a cette obligation qui nous impose de défendre chaque centimètre carré de notre territoire. Ceci dit, il y a une problématique générale à laquelle le gouvernement a déjà pensé à donner une réponse, dans ce qu'on appelle réserve armée de défense. Mais lorsqu'on parle de réserve armée de défense, contrairement à ce que beaucoup pensent, ce ne sera pas un dépotoir où on va prendre tout ce qui ont fait le travail des armes, on les prend, on les met dans cette réserve. Parce que regardez ce qui se passe en Israël, 360 000 réservistes. Ça veut dire que c'est des gens qui ont été préparés, mais qui sont dans la vie civile normale. Et lorsqu'il y a des problèmes de sécurité qui se posent, l'État a le droit de les activer pour venir assurer la défense du territoire. Ici, la difficulté principale que nous avons eue dans tous les processus, c'est la résurgence du M23, évidemment, sous les dictats du Rwanda, pour des intérêts économiques que vous connaissez très bien, que nous avons déjà eu l'occasion d'expliquer ici. Dans les processus politiques qui ont suivi les discussions de Nairobi, on a eu des discussions en 4 phases sous l'auspice du président honoraire du Kenya, Uhuru Kenyatta, où tous ceux qui sont identifiés groupes armés congolais ont approuvé ce qui a été proposé. Ça veut dire qu'ils abandonnent le métier des armes, on regarde comment nous faisons la démobilisation. Et pour ceux qui pourront ou qui souhaiteront par exemple aller dans l'armée, il y a un processus de vetting notamment
qui sera mise en place avant que vous ne puissiez être admis à la réserve armée ou au niveau de l'armée, parce qu'il faut qu'on s'assure que nous prenons les meilleurs de nos enfants pour les déverser dans l'armée ou dans la réserve. C'est un processus qui est en cours. Et donc aujourd'hui, les compatriotes qui travaillent, j'allais dire par patriotisme, le moment venu avec les gouvernements, évidemment, dans les cadres de processus, notamment des Nairobi et d'autres processus. N'oubliez pas qu'il y a un processus de PDDRCS qui est en cours en même temps dans la région. Nous verrons comment intégrer et quitte à ce que nous ramenons la paix dans cette partie du pays, nous nous assurons de donner une réponse institutionnelle à ces jeunes-là. Mais vous pouvez déjà être sûr d'une chose, que ceux qui se seront compromis dans la violation des droits de l'homme et dans tous les crimes qui seront bien listés ne pourront pas être admis dans l'armée. Et ça, c'est une ligne rouge qui a déjà été bien définie. Donc pour le reste, nous continuons à faire les suivis et nous aurons, les moments venus, l'occasion, avec sûrement le porte-parole de l'armée, de faire le point de bas de la situation. Voilà. Monsieur le ministre, vous avez 2 minutes pour répondre à ces questions. Ouais, merci beaucoup. Je voulais un peu souffler parce que j'ai un peu soufflé. Déploiement de la logistique électorale. Eh bien, merci de me rappeler ça. Je ne sais pas si vous avez suivi l'actualité il y a un mois de mois. J'ai reçu dans mon cabinet de travail le responsable de la CENI, chargé de la logistique, qui nous a posé ces problèmes-là. Donc nous avons, en résumé, pour ne pas rentrer dans tous les détails, ce sont des questions électorales. Notez que nous avons accordé des facilités pour permettre à la CENI, vis-à-vis de la RVA, pour permettre à la CENI de déployer le matériel dans tous les bureaux. Vraiment arrêtez, je ne voudrais pas rentrer dans tous les détails, mais notez vraiment que cette réunion-là a eu lieu dans mon bureau et puis nous avons étendu cela à la RVA, tout ce qui est comme facilité pour permettre l'accès sur le tarmac, l'accès dans tel coin pour permettre au matériel qui doit servir des élections. Donc j'ai même écrit, il y a même un courrier sur cette question-là. Les contrats sur le téléphérique, moi je comprends, vous ne voulez pas que le pays puisse changer de philosophie. Effectivement, ce contrat-là a été signé, je confirme, mais nous avons pensé que c'est une technologie qui n'est pas encore assurée chez nous. Nous sommes en train de travailler avec le partenaire pour assurer la formation du personnel qui vont gérer ces questions-là. Et puis après, bon, voilà. Les téléphériques, donc, on pourra faire des déplacements. C'est juste la phase expérimentale. Hein. Des déplacements. Non, il n'y a pas de blocage. C'est juste la phase expérimentale. Pour ceux qui connaissent l'Unikin, au rond-point, nous, quand on était étudiants, on appelait ça rond-point de la pente. Je ne sais pas comment on appelle ça aujourd'hui. Lui, il se souvient de rond-point sentiment. Nous, on appelait ça rond-point de la pente. Donc, de là où il y a eu une implosion de véhicules de transport, là, de carburant, là, vous voyez la citerne. Voilà. Donc de là jusque, c'est juste sur un tronçon de, si je ne me trompe pas, c'était 3 km si je ne me trompe plus. Voilà, c'est juste ça vraiment, c'est à titre expérimental, mais on est en train de former le personnel qui va pouvoir, et puis d'autres qualifications. Monsieur le ministre, on va prendre les derniers projets, la dernière série des questions. Je souhaiterais que vous puissiez en ce moment-là être bref pour nous permettre de libérer l'antenne de la RTNC. On va prendre Pichu Mulumba, on va prendre Paul Matendo et on prendra 2 questions en lingala, celle de Patrice Boto et de Fabrice. S'il vous plaît, rapidement. Yves Abdallah, pour la première fois qu'il a demandé la parole, je vous l'accorde. Voilà. Merci beaucoup, monsieur le ministre Patrick. Je n'ai pas l'intention d'engager un débat avec le ministre. Oui, allez-y rapidement la question, s'il vous plaît. Mais je dis toujours que quand nous venons ici, nous les journalistes, si nous ne disons pas la vérité, ceux qui nous suivent sur la chaîne nationale ne comprendront pas ce que nous sommes. J'étais à Guémena il n'y a pas très longtemps. J'étais à Guémena Sud Ubangui, Guadeloupe Nord Ubangui. À Guémena, le transport idéal, c'est la moto. Et à Guadeloupe, le vélo reste encore d'actualité comme transport. À 30 km de ces deux villes, il n'y a pas de route. On a même échappé à un accident avec l'ami parce qu'il fallait prendre 4x4. La question, s'il vous plaît. Ce n'est pas une question, je voulais juste faire observer que les Transco n'existent pas encore dans ces villes.
Alors, monsieur le ministre a parlé de tout, mais il n'a pas parlé de Congo Airways. Est-ce qu'on peut comprendre les raisons fondamentales qui ont conduit cette entreprise à la faillite? Ma petite question qui suit, vous terminez votre mandat. Une petite question. Vous terminez votre mandat. Est-ce que vous êtes satisfait de laisser le peuple congolais sans avion? Merci. Je peux commencer par la fin. On prend la série, comme ça vous allez noter les questions s'il vous plaît. Paul Matendo de Radio Capi. Monsieur Pichou Monumba, allez-y s'il vous plaît. Merci beaucoup Monsieur le ministre pour la parole. J'ai quelques petites préoccupations au ministre des Transports. Je note que l'État n'est pas absent. Je reviens sur le transport fluvial évidemment avec ces énièmes incidents. Je note que l'État n'est pas absent, oui, mais identifier les embarcations flottantes, je ne comprends pas la démarche parce qu'il y a déjà lieu d'indiquer qui délivre le permis de navigabilité et s'il y a des embarcations qui flottent sans permis, qui est censé assurer les contrôles parce qu'il ne faut pas donner l'impression de prendre des décisions que quand il y a les pires. Et dans ces contrôles de navigabilité, est-ce que les critères de la sécurité fluviale, lacustre, sont-ils respectés? Qu'est-ce qui est fait, monsieur le ministre, pour que les commissariats fluviaux soient en mesure de contrôler les mouvements des bateaux et de tout ce qu'il y a comme embarcation? Merci. Yves Abdallah. Monsieur le ministre, merci pour la parole. Merci. Monsieur Abdallah. Oui, monsieur le Yves Abdallah. Allez-y. Ok. Parce que je n'ai pas les trucs là. J'allais dire c'est mon vieil ami. Bah. Alors, ma question s'adresse au porte-parole du gouvernement. Monsieur le ministre, je suis quand même inquiet que depuis que ça se raconte dans les réseaux sociaux et dans tous les médias de la place, que Mazembe, un club qui honore la République, qui a un stade homologué, qui pouvait recevoir la rencontre dont on fait allusion, monsieur le ministre de la Communication. Aujourd'hui, on accuse à tort ou à raison que le gouvernement est à la manœuvre pour, primo, bloquer la délivrance des visas des officiels qui devraient arriver et bloquer le déroulement du matériel des VAR au niveau du poste douanier. Quelle est la vraie version que vous pouvez mettre aujourd'hui à la disposition de l'opinion pour que toutes ces rumeurs puissent cesser? Au regard de la spécificité de la question, je vais y répondre directement pour dire ceci. D'abord, il faut savoir que le président de la République est le premier sportif congolais et que toutes les questions qui touchent les secteurs sportifs, c'est des questions qui suivent personnellement. En annonçant ces briefings, j'avais pris la précaution, parce que je savais que cette question arriverait d'une manière ou d'une autre, j'ai pris la précaution de parler au ministre Kaboulou, qui s'occupe des léopards, qui est dans la délégation des léopards seniors au Portugal. Il m'a apporté quelques éléments de précision. Je lui ai demandé de faire un communiqué. Il y a un communiqué qui m'a envoyé, que je ne saurais pas vous lire parce qu'il est long. Et en synthèse, qu'est-ce qu'il m'a dit? D'abord, au-delà du fait que le gouvernement prend en charge la participation des équipes, quelle que soit leur catégorie ou leur propriétaire, parce que je sais que c'est ça la pensée derrière, ils sont pris en charge dans leur déplacement par le gouvernement. Et que jusqu'à il y a quelques heures, comme des coutumes, lorsqu'il s'agit d'importer du matériel qui vient de la CAF pour la couverture, ça peut être du matériel publicitaire, etc., la FECOFA saisit le ministère, qui à son tour saisit la DGDA pour demander un enlèvement d'urgence. Dans les communiqués que je viens de recevoir, ce n'est que cet après-midi, dit le communiqué, du 16 octobre, que le gouvernement a reçu un courrier du comité des normalisations de la FECOFA relative à la demande pour un match qui doit se jouer dans une semaine, pour qui la CAF a déjà pris la décision de délocaliser. Et donc, si le gouvernement a été saisi aujourd'hui, le 16, pour un enlèvement d'urgence, alors que la FECOFA a déjà décidé, que voulez-vous que le gouvernement fasse? Et pourquoi alors
le gouvernement s'émettrait, alors que nous sommes tous derrière la promotion de nos jeunes à travers les sports, s'émettrait à combattre une équipe. Alors, il faut dire à ceux-là qu'il y a des sujets sur lesquels il faut faire la politique, mais ne faisons pas la politique pour le sport. Parce que lorsque nous, on a organisé les Jeux de la francophonie, on aurait pu nous jeter les fleurs pour l'organisation, mais nous avons considéré que c'était un événement national. Lorsque le président de la République va au stade voir le match qualificatif, je présume qu'il y a dans l'équipe nationale des joueurs qui viennent du tout-puissant Mazembe. Et donc ici, il faut faire une trêve de politique. Et lorsqu'il y a des questions administratives auxquelles vous devez répondre, ce n'est peut-être pas de la responsabilité de l'équipe, mais peut-être c'est la CAF ou la FECOFA qui n'a pas saisi à temps le ministère, alors il faut cesser de mettre de la politique là où il ne faut pas. Il faut que cela soit bien clair. Le communiqué vous sera transmis et les questions supplémentaires, vous pourrez les poser au ministre de Sport. Je vous remercie. Merci. Matoni Mingi Thomas Patrick Mouyaya, Solo Nazali. Vous répondrez aux questions lorsque vous prendrez la parole. Comme ça, on va clôturer une fois pour toutes. Ah, okay. Comme ça, Robert Amabangate. Matoni Mingi Thomas Patrick Mouyaya. Nazali na mituna mibale na Thomas Koyangela Kamambi ya transport. Solo tolingi koyeba mpona nini na province ya Mai Ndombe, ya Kwilu pe ya Kwango. Zambie obeti masolo ya aéroport nzokande na ba province eye misato bazali ata na libanda ya mpepo ya malonga te soki okiti boye bakotia obe na se ya ndele et puis avion ya malonga te koko kita na sika wana piste ya malonga ezali te boni mbula matari ya Congo démocratique bakanisi po na ba province misato eye na mwana mboka Patrick Mouyaya lokola molobeli ya mbula matari ya Congo Congo démocratique solo tomoni makita makosalema onte ya ba Isadek na ba masanga ebele po mwa nungu ya lite kubana boko banga maponomi solo maponomi kozala na 2023. Merci. Yasuka Patrice Bot. Mutuna Sadek ndekwa sa juango to mutuna Yasuka. Ndeko mwana mboka ekila. Patrice. Nikolo Meleki na nzela ya Mokoto na Twapato leki mwana biso kaka naufrage. Nikolo pusani na basa kusu. Toleli lisusu. Lelo tokolela na mbandaka. Et pourtant mutao kamba makametali banzela to transport mwana Equateur. Mwana Congo. Toyoki lisusu na basa kusu. Yona sambo Kolombe boko kreba kuluna. Ezali ndengeni. Monsieur le ministre, vous avez 5 minutes pour ramasser ces questions. C'est pas possible. Je voulais rassurer Paul Matendo. Vous êtes un peu peut-être en retard d'information. Posez la question à vos deux gouverneurs. Ils vont vous dire... je n'ai pas dit d'abord, je dois d'abord nuancer. En disant que nous avons commencé le déploiement de bus Transco en province, je n'ai pas dit que les Transco, les bus sont présents dans toutes les provinces. Ça, c'est la première nuance. J'ai dit que les bus sont présents dans une dizaine de provinces. Et j'ai renchéri en disant l'opération se poursuit. Je crois avoir dit ça. Donc, je n'ai pas dit qu'il y en a déjà partout. Ça, c'est la nuance d'abord. Et puis, s'agissant de Guémena et de Gbadolite, posez la question à vos deux gouverneurs. Il y a 48 heures, j'étais avec le gouverneur Malo, Mobutu. Donc, la semaine ici, il aura ces bus, ils vont aller. Mais, il ne faut pas penser non plus, c'est le lieu de préciser aussi à l'intention de tous les gouverneurs, qu'il y a toujours des enquêtes préalables. Moi, j'ai même vu des photos, comment on appelle ça, des Photoshop, n'est-ce pas, pour les gens qui ont de la joie, du plaisir à saboter l'action gouvernementale, à démontrer un bus en Bourbé. Patrick Boto, est-ce que Nambanda est en place bus et go Sambourbe? Patrice Boto. Nambanda est en place bus et go Kangamana Potopoto. C'est de la méchanceté tout ça. Nous prenons toujours la précaution d'envoyer une équipe d'avance pour faire l'état des lieux de l'infrastructure.
Il y a des provinces à qui on a refusé des bus. Parce que nous avons estimé qu'il ne suffit pas seulement d'envoyer des bus, mais aussi il faut préserver les bus. Parce qu'entre autres critères pour déployer un bus, je m'adresse particulièrement au gouverneur, entre autres critères pour déployer les bus dans une province, il faut que vous ayez quand même un minimum d'infrastructures routières, c'est-à-dire je parle de la route. Il faut que vous disposiez des espaces qui vont servir d'entrepôt. Il faut que vous disposiez d'essence qui vont assurer l'approvisionnement en carburant. Et il faut que vous nous envoyiez les personnels en formation ici à Kinshasa. Et nous avons pris pour option d'envoyer toujours un responsable qu'on appelle le responsable de l'antenne provinciale qui doit venir de Kinshasa pour éviter tout ce que vous pouvez imaginer là. Ça, c'est la première nuance que je voulais. Donc, les deux provinces, c'est résolu. Donc, poser la question au gouverneur Malo, il y a 48 heures, il était dans mon cabinet, on a résolu cette question-là. D'un moment à l'autre, pour Gbadolite, il n'y a pas de débat. C'est l'une des villes qui a des routes dans cette province. Ça, c'est même pas un débat. C'est même pas un débat. Et donc, ces questions-là sont c'est juste une question de temps. Posez la question aux deux gouverneurs, ils vont vous dire que c'est déjà fait. Je n'ai pas trop... Congo Airways, la question de Congo Airways. Voilà. Congo Airways... Et laisser le pays sans avion. Non, il faut relativiser certaines affirmations. Il faut dire que pour l'instant, nous avons des problèmes avec notre compagnie nationale d'aviation. Il ne faut pas dire que le pays n'a pas d'avion. Ça, c'est une nuance. C'est une nuance. Si vous allez à l'aéroport de Ndjili, vous allez trouver les avions. Ça, c'est vraiment une nuance. Moi, je pense que vous êtes des journalistes. Et comme journaliste, vous avez aussi des rôles pédagogiques. Donc, le pays a des avions. Mais nous avons une difficulté avec la compagnie nationale. Ça, c'est la nuance. Pourquoi on en est arrivé là? Eh bien, l'avion, moi je parle des aspects techniques parce que moi, par rapport à Congo Airways, mes relations sont d'ordre technique. Chaque fois que l'avion est exploité, il y a un cycle d'exploitation. Et après chaque cycle d'exploitation, l'avion doit aller en entretien. Entretien des moteurs, et il y a plusieurs choses là-bas. On regarde les moteurs, on regarde. Il s'est fait que les équipes qui se sont succédées, malheureusement, n'ont pas pris le soin d'envoyer les avions dans ces contrôles que je peux qualifier de routine. Check. Dans ces checks. Non, moi je voulais parler simplement. Dans ces contrôles de routine. Malheureusement, ils ne l'ont pas fait. Et quand ils ont pensé le faire, en tout cas, il faut reconnaître quand même qu'il y avait un peu de retard dans cette affaire. Ça, c'est d'une part. Et d'autre part, mais nous-mêmes, nous avons mis la technicité aujourd'hui. Je me suis renseigné auprès des experts. Vous êtes des experts pour vous renseigner. On m'a dit le personnel pour un avion, il faut un minimum de 30 personnes. Aujourd'hui, comme Airways, c'est 588 personnes. Pour 4 avions, disons même pour 2 avions et demi, si vous voulez. Là, déjà, il y a des problèmes. Mais moi, je veux revenir. Je vous donne déjà la situation que nous avons. Donc, je disais un avion. Je posais la question aux techniciens. Un avion pour le personnel, c'est-à-dire pilote et tout ce qui va avec, c'est 30 personnes. Aujourd'hui, avec Congo Airways, dans l'état où j'ai trouvé, n'oubliez pas que j'ai été titularisé en masse, je prends aussi ce qui a été fait depuis la création. Je ne suis pas en train de me dérober de mes responsabilités. Mais la continuité n'exclut pas l'individualité de la responsabilité. C'est ça aussi l'intelligibilité de la question. Quand je trouve la société dans cet état. Eh bien, nous avons pris le taureau par les cornes, nous avons lancé un plan de stabilisation, un plan de relance. Et vous avez suivi lors du Conseil des ministres du 1er septembre, le chef de l'État a avalisé ces mesures. Et maintenant, nous sommes en train de prendre toutes les dispositions pour acheter un avion. Pour acheter un avion, mon cher ami, j'en profite pour faire cette communication-là. On n'achète pas un avion comme si nous achetions une voiture. Une voiture, tu entres dans un magasin. Même une voiture, vous la commandez. Mais, non, même vous la commandez, mais l'avion là, c'est voilà la problématique. Nous avons travaillé avec Boeing. Le premier avion disponible avec Boeing, c'est en 2030. Donc là, la porte est... Oui, Boeing a reçu tellement de demandes que si nous voulons travailler avec lui, les premières livraisons des avions pour les Congo, nous les aurons qu'en 2030. Qui peut prendre cette responsabilité-là? Ce n'est pas le ministre des Transports, moi encore le Premier ministre, moi encore le chef de l'État. Il fallait retourner vers d'autres partenaires. Et quand vous allez vers d'autres partenaires, mais il y a toute une procédure. Ce n'est pas, je disais, vous entrez dans un magasin, on expose la voiture, vous donnez le cash, on vous donne la voiture. Non. Il faut d'abord négocier les contrats. Et quand vous négociez les contrats, ce contrat n'a qu'une validité de 15 jours.
quand dans les 15 jours où vous n'avez pas fait les diligences, les contrats tombent. Premier aspect. Deuxième aspect. Mais dès que vous êtes à mesure de ces contrats-là, mais nous avons chez nous ici ce qu'on appelle l'autorité de l'aviation civile. Et dans ces pays-là, vous avez aussi l'autorité de l'aviation civile. Les deux doivent se conformer pour dire oui, cet avion-là est à mesure de voler. Ça, c'est la deuxième volet. Mais troisième volet, mais c'est l'âge des avions. C'est l'âge des avions. Et les heures de moteur, les heures de toutes ces questions-là techniques, il faut d'abord vider toutes ces questions-là pour que vous puissiez voir un avion arriver. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez payer un avion. Aujourd'hui, nous sommes le 16. Oui. Vous payez un avion le 16 pour le recevoir peut-être le 16 du mois prochain, le 16 octobre. C'est ça la réalité dans le monde de l'aviation. Et donc, pour dire qu'au niveau du gouvernement, le plan de stabilisation et de relance que nous avons présenté a été accepté. Mais maintenant, nous sommes dans le déroulé pour le processus d'acquisition. Mais revenons sur Congo Airways lui-même. Congo Airways disposait de 4 avions. Un était déjà fin cycle, qui était entreposé à l'aéroport, là je disais, par négligence ou par non-diligence de certains agents, de certains dirigeants. Ils n'ont pas pris le soin d'envoyer l'avion à Tchéquie. Le deuxième avion A320 qui restait là était presque arrivé fin cycle. NIT était un peu notre... Lorsque vous dites fin cycle, ça veut dire que c'est un avion qui ne peut plus... Qui doit aller au Tchèque, il ne peut plus voler. Il n'est plus éligible au vol, il ne peut plus le faire. Fin cycle. En d'autres termes, ces avions-là, passez-moi l'expression, je vais parler comme traduction littérale. Ces avions-là ne sont pas morts. Ces avions-là sont opérationnels, ils doivent aller au Tchèque. Ils vont nous revenir ici opérationnels. Et dans l'entretemps, Congo Airways a 2 autres avions Q400, dont un est déjà en réparation à Malte, et la réparation doit prendre un peu de temps. J'ai expliqué comment est-ce qu'il faut. Quand vous êtes en train de réparer un avion, ce n'est pas comme comment on appelle ça, les révisions, les entretiens que nous faisons ici. Non, ce n'est pas ça. Donc il y a ces avions-là qui sont entretiens et le gouvernement est disposé à régler cette facture-là pour que les avions reviennent. Donc la société congolaise, sur le plan des avions, les sociétés n'ont pas de problème. C'est-à-dire, mais ce qui est vrai, nous ne devons pas nous voiler la place, il n'y a plus l'exploitation due à ces questions-là. Les aspects liés à la gestion... Monsieur le ministre, il faut quand même, au-delà de tout ça, parce que malheureusement on a la contrainte de temps, il faut quand même rassurer les compatriotes de ce qui est fait que dans le meilleur délai, dans un temps relativement court, on peut reprendre, il y a la campagne électorale qui va commencer. Mais vous l'avez dit, nous n'allons pas amener les pays sans ça. Et vous l'avez dit. Donc je voulais quand même préciser ces questions-là pour dire que le gouvernement, votre gouvernement, n'est pas indifférent sur... cette question-là capitale de la fierté. Et dans l'entretemps, comme nous sommes dans le chapitre de l'aviation, j'allais oublier, Patrick, le gouvernement par anticipation, je vous ai relevé les quelques problèmes du personnel ou de gestion qu'il y avait. Ce n'est pas un secret. Vous avez suivi le DG, ce n'est pas un secret. Mais nous avons fait de l'anticipation. Nous avons fait de l'anticipation en mettant en place, en cherchant le partenariat avec Ethiopian pour mettre en place une autre société de compagnie d'aviation qu'on appelle Air Congo. Déjà la question sera, mais pourquoi vous avez Air Congo, vous avez Congo Airways, vous créez encore Air Congo? Eh bien, il n'est pas interdit. Faites des investigations. Notre pays, c'est 100 millions d'habitants. Nous pouvons avoir 3, 4, 5 compagnies d'aviation nationale. Il y a des pays qui en ont 10. Donc avec les potentialités de la République démocratique du Congo, on peut avoir autant de compagnies nationales. Pourquoi on doit avoir autant de compagnies nationales? Parce que dans notre pays, nous avons ce qu'on appelle le trafic, le portefeuille de trafic de droits aériens. C'est-à-dire les accords de réciprocité avec l'OACI. Je m'explique. Pour terminer, s'il vous plaît. Non, ces questions ici sont importantes, Patrick. Donnez-moi 2 minutes. Un peu de rallonge. Allez-y. Il faut vider cette question-là. Et donc, ça veut dire, par exemple, prenons Air France ou SN qui vient chez nous, qui a aligné 9 avions et qui vient chez nous presque tous les jours, pour ne pas dire tous les jours. Et bien, la République démocratique du Congo, elle aussi, a le droit d'aligner 9 avions qui vont soit en France, soit en Belgique tous les jours. Il en est de même pour l'Afrique du Sud. J'explique ce que c'est le droit, c'est cet accord-là de réciprocité. Voilà pourquoi dans notre pays, nous en avons 55. Ça veut dire que nous avons 55 destinations. Voilà pourquoi nous avons intérêt avoir une grande compagnie d'aviation
Pourquoi ne pas dire plusieurs compagnies d'aviation? On peut avoir même 2 en international qui pourront nous permettre d'exploiter ces lignes de portefeuille de droits de trafic aérien. Voilà un peu la question que je voulais. Merci pour les 2 minutes. Éclaircir à votre attention. Donc la République, le gouvernement n'est pas laissé inerte. Je ne vois pas le gouvernement responsable qu'est le nôtre, surtout le caractère sensible de la mobilité des personnes dans le domaine aérien, parce que dans notre pays, les désenclavements, c'est vrai, on n'a pas abordé la question sur la multimodalité du transport dans notre pays, mais le premier désenclavement le plus facile, c'est par voie aérienne. Et collègues, j'anticipe les Lingala, Moutalobaki, que Kouyoulou, Maïndombe, Bazana Libanda n'a pas poté. Eh bien, malheureusement, même Paris n'a pas été bâti en un jour. Nous sommes en train de travailler avec quelques notables du coin. Nous avons des études, des éléments. Ah, Limbisa. Lingala. Beta Lingala, solo. Lingala. Donc, tout ça, tout ça, la misala, na bakonzi ya bamboka wana. Ceux qui n'ont pas su invitation, n'a pas su officiellement invitation. Il y a un bureau, je me déplace dans le voyage lobby, dans le samedi. Lundi, il y a un bureau, Guillaume, vous prenez les coordonnées de Yande Konabiso. Nous avons un plan, il y a modernisation, il y a réhabilitation des aéroports dans les 145 territoires pour accompagner le programme ya Mokondiamboka ya PDL 145. Au Monaké, la province, surtout, ils ont nakati na misala nini sengeli kosalama na ba détail no surtout ya mike na motango ya bambongo no surtout ezali na katikati. Donc toujours que na yango malembe. Et puis Patrice, je crois que makambolobi omoko yebi biso no tozako milela na makama ezako salama na ebale ndeto bandaki émission na biso na masolo wana na talisi na bayimboka pe na bino bapanzisango et au ministère na nga ezali kosala na mikano na lakisaki awa te mibeko ya mboka ezali ezande na bakolo masuwa ezande na bakumbi masuwa balingi kotosa mibeko ya mboka te baza kotosa mibeko ya mboka te basalisami na baservice ya mboka na biso malheureusement. Donc tukozwa mikano mais accident ebengami likama esalama kaka na Congo te toza ko sepela tete bana mboka bakufa tokolinga bongo te parce que biso gouvernement toza na mokano ya kobatela bomoi ya bana mboka bisika nyonso tu bazwami mais ceux qui likama ekomi et puis toza ko continuer mosala makambo lobi ya bana ngana idi makambo na te pour muto atelemi atandeni ya kozala kolona te muto atelemi. Voilà, il y avait une question reliée à cette problématique d'accident de Pichu Munumba qui demandait qui donne les certificats des navires. Ah, ok. Merci, Pichu. Je dois t'avouer, je n'ai vraiment pas bien cerné ta question. Non, il situait en synthèse la responsabilité de l'État dans l'octroi des autorisations. Dit pourquoi l'identification? Mais le besoin est là. Nous sommes en train de déplorer l'état vétuste de toutes ces embarcations-là. Vous connaissez la complaisance qui habite nos services. Nous parlions de permis de conduire ici. Légalement, j'ai fait un saut de coq à l'âne. Dans notre pays, légalement, il n'existe pas de permis de conduire. Mais quand je vous regarde là, chacun a son permis de conduire qu'il a obtenu dans les conditions qu'il sait. Voilà pourquoi l'État prend les choses à main. Nous avons recruté les inspecteurs, nous avons pris même d'autres services connexes pour faire l'identification de toutes ces unités-là et pour connaître la dernière fois que ces unités-là sont passées au carénage. Déjà, les statistiques à ma possession, je crois, si je ne me trompe pas, on m'a renseigné depuis qu'on a commencé jusqu'à aujourd'hui, on a identifié à peu près 434 unités flottantes, dont 70, dont 25% ou 30% poseraient déjà quelques problèmes. Alors, si nous décidons de mettre toutes ces embarcations-là de côté, est-ce que l'État n'aurait pas agi? Nous ne devons pas chercher une chose et son contraire. Nous sommes en train de déplorer les accidents et l'État se lève pour prendre des mesures. Mais voilà quelqu'un qui dit ça ne sert à rien. On est où là? Donc moi je pense que ces contrôles-là vaut son. Et même alors en temps normal, le contrôle il est réglementaire. Le contrôle il est légal. Tout à fait. Chaque année,
chaque année, les bateaux sont soumis au contrôle. Mais les baleiniers, ils font le contrôle une fois chaque 3 ans. Mais qui a la réponse? Moi, j'ai des données sur ma table. Je ne suis pas en train de fustiger mes services, loin de là. Je fais confiance. Mais sommes-nous sûrs de la véracité, des certitudes des données que nous avons sur la table? Nous devons vérifier. Nous devons mettre hors d'état de nuire. Et j'ai dit ici, peut-être que vous n'avez pas suivi mon cher ami Pidgey, j'ai dit que désormais, dans les mesures que nous avons annoncées, ça va nous permettre justement de renforcer ces mesures-là. Nous avons dit toutes les embarcations en bois qui seront constatées, qui sont vieux de plus de 5 ans, nous allons le mettre de côté dans un premier temps pour, tant soit peu, assainir le secteur. Je dis bien, on n'est pas en train d'annihiler le secteur, mais on est en train de sécuriser nos populations, en attendant de prendre toutes les mesures. Et puis, il ne faut pas oublier aujourd'hui les journalistes. Moi, j'entends chaque fois, mais que fait le gouvernement? Mais l'État aujourd'hui, vous êtes des intellectuels dans la salle. L'État n'est plus commerçant. L'État a pour rôle d'encadrer le privé, Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas demander à l'État d'être gendarme, d'être commerçant. Il est fait, puis cette fonction-là, je dirais, traditionnelle de l'État, est déjà dépassée. Nous sommes en train d'encadrer. D'ailleurs, c'est une façon, je disais ça aujourd'hui au président de l'association des armateurs et des baleiniers, j'ai dit, mais c'est une façon pour le gouvernement de crédibiliser le secteur. Chaque fois que même Patrice, là, quand je le regarde, il ne va pas prendre. Mais s'il apprend, parce qu'il faut aussi noter que les embarcations en bois, il n'y a pas qu'en République démocratique du Congo. Il n'y en a pas qu'en début. Et ce n'est pas interdit, mais c'est soumis, la réglementation doit suivre. Voilà. Voilà un peu ce que je voulais dire, Patrick. Voilà, je veux ramasser rapidement la question de Fabrice au sujet de la SADC. Je commence d'abord parce que j'ai vu une inutile polémique. C'est la preuve d'ailleurs que beaucoup de gens ne sont pas assez sensibilisés sur les questions électorales. On aura l'occasion d'y revenir. Lorsqu'un pays se prépare à organiser des élections, il y a ce que vous connaissez souvent qu'on appelle des missions d'observation. Les missions d'observation viennent des organisations régionales et des pays ou des organisations comme l'Union européenne, etc. C'est le cas par exemple de la SADC. Avant chaque élection, il y a ce qu'on appelle, moi j'en ai fait partie, en anglais on les appelle Pre-Assessment Mission. Ça veut dire une mission des experts qui vient prendre la température. Ce n'est pas la SADC comme j'ai vu certains écrire que la SADC va décider si les élections vont être organisées ou pas. À quel titre? La SADC vient regarder comment les élections se préparent en discutant avec les différentes parties prenantes, les entendre parce que c'est tout l'écosystème qui est passé en revue et s'il y a des conseils et des suggestions, il les donne. Moi qui vous parle, en 2015, j'ai fait partie d'une mission au Nigeria. J'ai eu l'occasion de voir le président Buhari, à l'époque il était candidat, et d'autres responsables, notamment religieux au Nigeria, pour poser des questions, s'il y avait des risques, prodiguer des conseils et voir dans quelle mesure le processus peut aboutir. Mais nous n'avions pas, nous, une décision particulière. Et donc, Batubako Sanate, Sadek Ezaka Bango Mokote, Ezana ba Monsieur Belezoya, Pekoya, pour Nakota la Nengenini Tozoleng l'élection. Fabrice Bako Sayote, élection le 20 décembre. Batubati Kakoluka, raccourci, pour ma ponami salamate. Nalobaki Awa, devant Bino, que dialogue au biso Tozozela, et ça dialogue d'un peuple congolais le 20 décembre. Mais kasi, sur cette question, les amakamo nazomona, oyo, il faut bofungo la mission. Batolier va préparer l'élection. Mingi nazomona bazo préparer contestation. Yo qui ko déposer candidature na yo, l'air aussi si ko déposer le bi ate fraude électorale et kozala. Fraude électorale et kozala. Ya omo konzamboka alobaki. L'air yepé a déposé ki yo ya dossier. Alobaki biso pe tokozala na ba bureau de vote tiekosila parce que l'air batu bazo le babo ke na ba bureau de vote tiekosila c'est comme si bazo kanisake eloko mabe ko salama te biso na bango tina suka ndenge tolobaka oyo bakoya ko voter en tout cas les moments venus président Tshisekedi topé ba candidat nyonso union sacré ba témoin na biso ba kozala ti bureau de vote ekokanga na yoka ki pe makambo moko eza très grave. On a encouragé mon côté les mains un jour, ceux qui s'est ni basalini ni bien. Na kokota na polémique te mekasi, l'air ba kambi musu sur ba structure balobaka. Il faut bailler baka, o bazo loba,
Pe ba conséquence c'est qu'ils ont causé nango. Seni bande banda processus électoral. Est-ce que nyonso zamabe? Nyonso yo président Kadimana ba compatriote bazakune zaramabe. Pourquoi ba misusu soki bazui maloba? Neti makambo asuki eleki wana yanola ki na motuna wana sur la question des affichages. Botangi article 3, ce qui est article 6, bino botangi alinéa 1. Bolobi Seigneur Salimabe. Mais l'air boye na article wana moko alinéa 3. Seigneur Zaki n'a raison. Nanya zoko sanani. A vérité kokoma. Donc banakin, bana Congo bonga mapona maponami. Intimidation à ozalate. Et puis zate ah non, élection biso so to koti to gagner te, c'est que ba triquer match. Te. Ceux qui basi bapolaki, peuple a reconstaté mon origine. Voilà, monsieur le ministre, on va terminer. Je ne vous donne pas la parole pour clôturer, parce que nous aurons un deuxième exercice, mais parce que vous êtes avocat. 2 secondes pour terminer. Non, mais juste vous remercier. Juste vous remercier pour l'exercice. Et les prochaines fois, on va se retrouver. On pourrait se retrouver, si vous le voulez, pour d'autres questions qu'on n'a pas pu... Nous souhaitons aller voir des visuels que vous avez dit. C'était un peu long l'exercice d'aujourd'hui, mais c'est au regard de la sensibilité des sujets, notamment les sujets des accidents sur les fleuves, sur les différents cours d'eau, mais aussi les réformes en cours. Tout ce que vous avez dit est beau, mais ce sera encore plus beau si les journalistes peuvent voir. Nous pouvons voir avec vos services comment organiser ponctuellement des déplacements pour certains journalistes. Pourquoi pas aller dans les bases où elle est, Kisangani, Bangoka, trouver les avions, les journalistes viendront pour témoigner des fondations qui ont été placées sous la direction du président Tshisekedi dans votre secteur. On va faire un briefing à Bangoka, n'est-ce pas? Oui, merci. On va faire un briefing à Bangoka. En direct de Kisangani pour ceux qui ne savent pas. Et ce sera avec plaisir. Monsieur le ministre, merci. Merci à vous de votre participation à cet exercice de redevabilité. Nous allons nous retrouver sûrement encore une fois la semaine, une fois cette semaine, pour parler d'autres sujets. Merci et bonne soirée chez vous. Le micro s'est coupé.